Heureux de vous retrouver sur Entretien du jour, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Je t'aime, moi non plus, pour emprunter ce célèbre titre du morceau que vous connaissez certainement. Lorsqu'on se le chante, lorsqu'on se le dit, le temps semble s'arrêter, tant tout est rose. C'est comme au printemps où tout verdit. Mais la vie n'est pas toujours rose, dit-on. L'amour non plus. Vers alors ces moments où deux tourtereaux deviennent chien et chat. Des moments de tumulte qui peuvent bien emporter des couples. Lorsqu'on s'en sort, peut-on trouver dans ces moments d'épreuve un gain pour mieux renforcer l'union entre l'homme et la femme? Sira Padonou Seke, consultante en mariage et famille, que vous connaissez déjà sur ce plateau, est avec nous. Bonjour Madame Seke. Bonjour Monsieur Josso. Merci encore d'être avec nous. C'est moi. Aujourd'hui, entretien du jour, nous parlons donc de santé des couples. Vous en avez l'habitude. Et déjà, je vais vous dire, oui, on se dit, moment d'épreuve, quand on est ensemble contre le pire, est-ce qu'on peut considérer des moments de conflit comme l'un des pires moments qu'un couple pourrait traverser? Merci beaucoup. Je ne dirais pas que ce serait... Je ne parlerai pas en termes de pires moments, mais je parlerai de ce que les conflits sont incontournables dans une vie de couple. Pour un couple qui se veut mature, il faut forcément les conflits. Je dirais les heurts, ça commence souvent par les heurts. Les heurts, quand c'est bien géré, c'est le bonheur du couple, mais quand c'est mal géré, ça devient le malheur. Et donc, comment gérer ces heurts pour que ça ne se transforme pas en conflit, et même si ça se transforme en conflit, que ça ne nous pousse pas vers la crise, parce que quand ça devient une crise corsée, c'est là où tout devient difficile à gérer. Est-ce qu'on peut alors dire qu'il faut même souhaiter à des couples de traverser ces moments? Non, on ne souhaite pas. De toutes les façons, c'est deux étrangers qui se mettent ensemble, C'est deux inconnus qui se mettent ensemble. C'est deux territoires qui se mettent ensemble. C'est deux îles qui cherchent à se connaître. Et donc, forcément, vos habitudes ne sont pas mes habitudes. Vos réalités ne sont pas mes réalités. Et votre passé sentimental, votre passé familial n'est pas forcément le même que le mien. Et donc, c'est normal qu'en des étapes différentes, nous faisions face à ces genres de crises. Dites-vous que quand un couple se met ensemble de 0 à 7 ans, il y a une grosse crise qui naît. Ça part des heurts qui chutent sur des conflits et puis une crise corsée. Si après 7 ans de vie ensemble, vous arrivez à gérer vos conflits, vos crises, bravo, vous avez eu la première victoire. Deuxième victoire, c'est entre 7 ans et disons 14 ans. Si après 14 ans, vous avez pu sortir l'eau, la tête de l'eau, bingo, vous avez su gérer. Et donc, c'est un peu comme si vous passez du CEP au BPC. Et maintenant, le bac, la maîtrise, le doctorat. Et donc, c'est tout un processus. Et chaque jour dans la vie de couple, ce que nous, conjoints, on oublie souvent, c'est que nous marchons sur des mines. Et nous sommes là pour toucher les points rouges qui sont sur le corps de notre conjoint. Il n'y a que nous pour toucher les points rouges. Et qu'est-ce que j'appelle points rouges? Les blessures de l'enfance, les frustrations de l'enfance, les blessures psychologiques non guéries, les cicatrices. Quand je dis cicatrice, ce n'est pas cicatrice CI, mais PSI, cicatrice. Et donc, tout ce que nous avons emmagasiné tout au long de notre évolution, tout au long de notre vie. Et ce que je dis souvent aux conjoints qui viennent en consultation, c'est que 90% des problèmes que nous rencontrons, des conflits que nous avons dans notre vie de couple, ne viennent pas forcément de notre conjoint. Il en est responsable pour juste 10%. Les 90 autres %, ça vient de notre milieu familial, de notre histoire familiale. Et ces conflits viennent un peu comme le rôle que joue la jauge dans la voiture. Et donc, ça, bien gérer ces conflits, ça nous aide à avoir notre niveau de maturité dans le couple. Si vous étiez impulsif, à force de vivre avec cette dame, à force de vivre avec ce monsieur, s'il vous pousse toujours à bout, c'est à vous de savoir maintenant, est-ce que vous avez atteint un niveau de maturité qui vous permet de mieux gérer ces crises-là. Et donc, si vous passez 10 ans dans un couple à toujours être impulsif, c'est que vous n'avez rien retenu de ce que cette vie de couple vous a enseigné. Et c'est très important, parce que quel que soit votre passé, quelle que soit la formation que vous avez reçue, quelle que soit la préparation que vous avez reçue pour le mariage, vous avez faite pour le mariage, vous ne pouvez pas contourner les conflits. C'est inhérent à toute vie de couple. Comment les gérer alors? Alors, comment les gérer? Il faut partir déjà des causes. Comment est-ce que ces conflits
naissent dans le couple. Et donc, ça peut être, comme je le disais, le passé sentimental, le passé familial, les problèmes financiers, peut-être le monsieur qui, du jour au lendemain, se retrouve au chômage et tout, les problèmes de famille. Par exemple, un membre de la famille qui veut s'immiscer forcément dans la gestion quotidienne de votre vie de couple, la vie de couple en elle-même, la gestion des enfants, la gestion financière, la sexualité dans le couple. Voilà encore un gros nœud, la sexualité, parce que je le dis souvent, chaque fois que je veux parler au couple, n'oublions jamais les 3 phases de la vie de couple. La phase romantique, où on ne se rend compte de rien. Je suis disponible pour toi, tu es disponible pour toi, j'accepte tes erreurs, je les acclame même s'il le faut. Mais à un moment donné, quand on se met véritablement dans la vie de couple, on fait face maintenant à la lutte de pouvoir où chacun cherche à trouver sa place dans le couple. Il y a des attentes qu'on exprime, il y a des attentes qu'on n'exprime pas. Et parfois, l'homme en face de moi, je recherche mon papa, je recherche mon tuteur, je recherche cet homme qui m'a peut-être positivement marqué, et j'attends tout de ce monsieur comme de cet homme que j'ai connu dans mon enfance ou dans ma jeunesse. Mais non, il n'est pas lui. Mais il n'est pas lui. Il n'est pas lui. Il faut qu'on se réveille et qu'on sache que bien formuler cette attente, dire mes besoins à mon homme ou à ma femme, ça lui permet de savoir ce à quoi s'en tenir et qui il a en réalité devant lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et donc, ne pas forcément penser que le mariage rend votre mari ou bien rend votre épouse magicien ou magicienne. Non, il faut savoir s'exprimer. Et c'est dans le savoir s'exprimer que d'autres problèmes peuvent également naître. Et donc, mon tempérament n'est pas forcément le tempérament de mon mari. Et donc, tous ces éléments que je viens de citer sont source de disputes. Imaginez un instant un monsieur qui vit avec sa femme. Quand ils étaient amis, quand ils étaient amoureux, il n'y avait pas de souci puisqu'ils n'ont pas partagé la même chambre pendant un temps donné. Et le monsieur se rend compte que pour prendre la pâte dentifrice, sa femme pince ça au milieu. Pince le tube au milieu. Lui, il est tellement ordonné qu'il aime pousser ça par le bas. Et donc, il plie à chaque fois. Quand il vient à la douche, il se rend compte que la femme a pressé ça au milieu. C'est déjà source de conflit, n'est-ce pas? Le monsieur n'aime pas dormir, les lampes allumées. Madame aime dormir dans l'obscurité. C'est déjà source de conflit. Mais je vous assure tout, à partir du moment où l'homme sait qu'il est un être à part entière, sa femme est un être à part entière, les deux sont 2 territoires différents, il y a le pont de l'amour qui doit être créé. Plutôt. Si l'amour réel les unit, ils doivent savoir qu'ils doivent entretenir maintenant la relation en tenant compte des attentes de monsieur, en tenant compte également des attentes de madame. Il ne faudrait pas que monsieur forcément cherche à dire c'est moi l'homme, c'est moi qui dois imposer ma volonté. Exactement. Il y a ce problème. Non, je pense que la nature de l'homme peut le pousser à agir ainsi. Mais à partir du moment où il se rend compte qu'il a dit oui par amour, qu'il a accepté la femme et qu'il lui a dit je vais sur le plan religieux, tu deviens mon corps, je veux t'entretenir pour qu'au dernier jour, on te voit sans tache ni ride. Je veux t'entretenir comme je m'occupe de moi-même. Du coup, le boulot ne peut plus avoir le dessus sur la relation avec ces dames-là. On ne va plus avoir affaire à une relation de dominé-dominant. On aura une relation où l'homme pense à la femme, l'homme devient responsable de la femme et vice-versa. Mais dans ça, pour que les crises ne viennent pas de façon répétée, il faudrait forcément que chacun fasse une analyse, une rétrospection de soi-même, se reconnaître à soi, pour se demander quelles sont véritablement mes attentes. Parce que tout réside dans la capacité à chercher à se connaître soi-même pour mieux connaître l'autre, à s'aimer soi-même pour laisser un espace à l'autre pour qu'il puisse s'épanouir. Dans certaines relations, à 90% des couples que nous rencontrons, c'est que l'un cherche à faire écran à l'autre. L'homme ne veut pas véritablement aimer sa femme, mais il demande à la femme de se soumettre. Est-ce que vous me comprenez? La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Une fois que vous donnez de l'amour à votre femme, si c'est une femme
qui est bien réfléchi, qui reçoit gratuitement l'amour de son homme. Si tu laisses un espace comme ça, tu donnes la sécurité à ta femme, forcément, ça vient naturellement. On ira sur comment gérer, parce qu'on a parlé tout à l'heure des causes. Nous sommes déjà un peu à moins de 3 minutes de la fin, malheureusement. Dis donc. De ce premier numéro. Alors, moi, je dis, les embrouillades, ça ne manque pas dans le foyer. Et donc, je vais rapidement partager 3 règles avec les couples qui nous suivent. Et donc, un couple qui se dispute, c'est pas ça qui est anormal. C'est ne pas pouvoir tenir compte de ces 3 règles. Il y en a tellement, mais ces 3 règles résumées, si vous tenez compte de ces 3 règles, vous pouvez transcender ces disputes qui vont venir tout le temps. Alors, on évite souvent de monter le ton parce que quand on est surchauffé, facilement on monte le ton. Et donc, on rentre dans un dialogue où on invite son mari comme un ami. Pas pendant que la crise, le conflit est là, qu'on est surchauffé, on ne l'invite pas. On se calme, on ne crie pas, d'accord? Et donc, on l'invite. Je voudrais que tu te joignes à moi pour qu'on discute d'une de ces frustrations que j'ai vécues pendant la discussion. On laisse l'autre s'exprimer, développer ses arguments. Nous, les femmes, on est fort en quelque chose. Quand on sait qu'on n'a pas raison, on commence pas à pleurer. Quand le mari commence à parler, à peine il commence, on est déjà à Z. Non, ce n'est pas un bon comportement. Quand votre mari, vous devez apprendre, peut-être même apprendre note. J'apprends aux dames à tenir un papier. Ça, je l'ai appris de mon mari. Apprendre note, parce que nous pensons que nous pouvons tout gérer avec notre cerveau. Donc, quand notre mari est en train de parler, prenons patience et écoutons-le. Parfois, on entend, on ne l'écoute pas. On est pressé de dire ce qu'on pense. Et donc, ça lui donne de la valeur. Il se sent respecté. Ton mari se sent respecté. Ta femme se sent respectée. Et la dernière chose, trouver un terrain d'entente, pas des compromis, parce que des compromis, ça peut également réveiller d'autres problèmes après. Trouver un terrain d'entente pour dire, tu as raison, c'est ta réalité. Tu as vu 9, alors que moi, je lisais 6. Et donc, on se met, viens de mon côté, voilà, et tu vas voir pourquoi je défendais le 6, et après je viens de ton côté et je te dirai pourquoi je disais que ça va se mettre parfois dans la peau de l'autre. Dans la peau de l'autre, comprendre. Il y a des femmes qui ont été brimées pendant leur enfance, et donc tout au long de leur enfance, et quand le mari commence à crier, ça leur retourne l'image du papa ou de la maman qui les a blessés, qui les a frustrés pendant leur enfance. Donc beaucoup de choses, en quelques minutes on ne peut pas dire, mais ces 3 règles, je les résume. Parler, revoir le ton dans lequel nous parlons. La sexualité, c'est un point sur lequel nous allons revenir. Revoir notre sexualité. Et donc cette sexualité, partir simplement de l'étreinte. Savoir se toucher. Savoir calmer l'autre juste en lui tapotant l'épaule. Savoir garder sa femme sans forcément aller à l'acte. C'est beaucoup de choses. Le contact, c'est important. C'est important. Ça rassure le partenaire. Ça rassure le conjoint. Vous n'avez pas le thème partenaire. Non, je vous l'ai dit. Le partenaire, ça me rend souvent... c'est comme un peu, on parle dans l'entreprise. S'il n'y a pas de résultat, on se casse. Madame Sira... Pardonne-nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Pour évoquer donc de ces genres de sujets. Vous êtes consultante en mariage et famille. Merci déjà pour cette thématique que nous avons abordée. Nous aurons l'occasion de vous retrouver une autre fois. Merci de nous avoir suivis.